bonjour. Donc je vais profiter de la minute que m'a laissée ma prédécessiste. Je remercie les organisateurs de l'invitation à participer à cette journée. Je voulais vous présenter une réflexion sur ce qui s'est passé dans les 10 ans à partir de 2004 jusqu'en 2014 d'application de ce qu'on appelle nous en France la tarification à l'activité. Donc il s'agit d'une réforme de la tarification qui a été introduite en France à partir de 2004 progressivement, puis pleinement appliquée à 100% pour les budgets en 2008. Donc c'est équivalent à un système de paiement forfaitaire au séjour hospitalier par DRG. Et auparavant, donc cette réforme, je crois qu'on dit révision si j'ai bien compris, ici, cette réforme avait un contenu différent pour les hôpitaux publics et privés. Donc pour les hôpitaux publics, il passait d'un budget global à un paiement par séjour par DRG. Et pour les hôpitaux privés, il passait d'un paiement à l'activité à un paiement par forfait qui n'était pas très différent de ce qu'ils connaissaient auparavant. Alors la chose importante, c'est qu'il y a une grille de tarifs différente pour les hôpitaux publics et privés à but lucratif. Donc en France, pour rappel, il y a 3 statuts d'hôpitaux. Les statuts majoritaires, c'est public et privé lucratif. Les hôpitaux publics font 2/3 des séjours des courts séjours, et les hôpitaux privés à but lucratif, qu'on appelle aussi cliniques privées, accomplissent environ 1/4 des séjours pour les données les plus récentes. Donc la France, l'idée de faire un bilan, c'est l'idée de faire une évaluation de politique publique. La France a très peu d'expérience en matière d'évaluation, c'est un sujet très controversé. Et il faut bien avoir en tête qu'il y a 2 étapes pour évaluer une politique. C'est examiner tout d'abord comment elle a été mise en œuvre avant de faire l'évaluation proprement dite. Et ça, c'est très important pour la réforme de la tarification hospitalière parce qu'on est quand même plusieurs à penser que la façon dont elle a été mise en œuvre a profondément dénaturé les mécanismes économiques que nous voulions mettre en place. Alors, les réactions à la T2A, donc c'est tarification à l'activité, donc ça s'appelle T2A, ça a été un très fort mécontentement des acteurs du système public. Donc, je suis allée récemment pour vérifier ça sur un site d'un mouvement important pour la défense de l'hôpital public. Et le titre, c'est « Étranglement progressif des hôpitaux par l'ONDAM et la T2A ». Donc, je vais expliquer très vite ce que c'est que l'ONDAM. Il y a aussi un mécontentement affiché des cliniques privées sur les tarifs, qui peut s'évaluer d'une manière ou d'une autre. Donc ici, ce que je vais présenter, c'est assumer ma discipline d'économiste, et donc je vais faire une analyse avec le point de vue de l'économiste de la santé, de la façon dont la tarification à l'activité a été mise en place en France, en sachant que les problèmes dont je vais parler sont présents dans de très nombreux autres pays. Donc l'historique est le suivant. Après-guerre, les hôpitaux publics sont passés du remboursement du coût à un budget... Enfin, jusqu'à 1983, les hôpitaux publics et privés étaient financés de manière rétrospective avec un remboursement de coût. Après, entre 1983 et 2004, donc il y a eu un passage au budget global pour les hôpitaux publics et les privés à but non lucratif, avec, donc c'était le constat en fin de période, dans les années 2000, début des années 2000, de très très grandes inégalités de dotation entre les hôpitaux et des budgets sans rapport avec l'activité réelle des hôpitaux, budgets qui dépendaient surtout du pouvoir de négociation du directeur d'hôpital auprès de l'autorité en charge des budgets. Par ailleurs, il y avait quand même une contrainte budgétaire dite molle, c'est-à-dire que c'était proche d'un paiement rétrospectif. Un hôpital qui avait des problèmes de déficit pouvait avoir une rallonge budgétaire assez rapidement, assez facilement en fin d'année. Donc, avant 2004, pour les hôpitaux privés à but lucratif, il y avait un paiement à l'activité avec des tarifs régionaux. Alors, la chose importante, ça a été en 1996, ce qu'on a appelé le plan Juppé. Juppé a été... sorti de son poste de Premier ministre à cette occasion, qui était la création de ce qu'on appelle l'ONDAM, l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça a instauré le vote d'une enveloppe fermée pour les dépenses de santé couvertes par l'assurance maladie. Et en particulier, il y a un ONDAM hospitalier qui dit le budget, la dépense de soins hospitaliers ne peut pas dépasser l'enveloppe fermée votée chaque année au Parlement.
Donc l'idée de la T2A en France, donc, qui a été introduite en 2004, c'est de mettre en place des mécanismes économiques plus ou moins vertueux, issus d'un modèle très simplifié. L'idée, donc je crois qu'il faut bien avoir en tête le principe de ce paiement, puisque on l'instaure pour cette raison-là. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un contrat à prix fixe, c'est-à-dire de dire le forfait pour un séjour dans un DRG donné va être défini avant le séjour, indépendamment de ce qui s'est passé durant le séjour. Donc on dit, vous aurez 3 000 € pour tel séjour. Et l'intérêt de ça, c'est que l'hôpital a intérêt à être efficient, parce que s'il dépasse les 3 000 €, il aura un déficit qui ne sera pas comblé. Et s'il est en deçà des 3 000 €, il empoche la somme et il peut l'utiliser pour faire des investissements, pour s'améliorer. Le gros problème, donc c'est un contrat puissant en termes d'incitation à l'efficience dans la production de soins hospitaliers. Le grand problème dans ce mécanisme, c'est qu'il faut connaître le niveau auquel mettre le paiement. Pourquoi on met 3 000 € ou 5 000 €? Le régulateur ne sait pas quelle est la bonne valeur. S'il prend les coûts observés, il ne sait pas si ce n'est pas excessif, parce que tous les hôpitaux seraient non efficients. Et s'il met quelque chose de trop élevé, enfin s'il met quelque chose de très bas, il va mettre les hôpitaux en difficulté. Donc à ce mécanisme de contrat à prix fixe s'ajoute un mécanisme de concurrence par comparaison qui vise à produire la connaissance pour les régulateurs du vrai coût. Donc l'idée, c'est de prendre comme référence les coûts moyens de traitement dans le DRG donné, observés en fin de période. Donc on dit aux hôpitaux, vous serez payés un forfait fixe égal à la moyenne des coûts observés en fin de période. Donc chaque hôpital sait qu'il a intérêt à faire des efforts parce que tout le monde va faire des efforts. Et au final, en fin d'année, la moyenne des coûts observés est supposée être proche du coût de traitement efficient dans un DRG donné. Donc c'est un paiement prospectif, on dit vous gagnerez tant et pas plus et pas moins, et l'établissement de ce niveau de forfait est établi par le mécanisme que je viens de donner. Alors en pratique, est-ce qu'on a appliqué ce principe? Ben, pas vraiment. Donc je vais parler de la T2A en pratique avec plusieurs items et après donner les résultats que ça a produit en France. Donc premièrement, on est très loin d'un paiement à prix fixe parce que la T2A est proche d'un paiement à l'acte et avec un prix qui décroît lorsque le volume de production augmente. Alors pourquoi proche d'un paiement à l'acte? Donc je pense à fee for service. Donc ça se rapproche, au lieu d'être prospectif, ça se rapproche d'un paiement rétrospectif. Pourquoi? Donc pour une raison qui est commune à tous les pays développés, qui est que pour se rapprocher des nécessités médicales, la classification en DRG, un GHM c'est la version française des DRG, la classification repose en fait beaucoup sur les procédures mises en œuvre durant le séjour. Au départ, par exemple en France, pour l'infarctus du myocarde sans complications, c'était la même valeur selon qu'on faisait une angioplastie ou non. Donc c'était clair que les hôpitaux n'avaient aucun intérêt à faire une angioplastie et risquaient, évidemment c'est le médecin qui décide, mais le médecin risquait d'être mis avec des pressions du directeur d'hôpital pour faire le moins d'angioplastie possible. Donc de fait, la classification en DRG intègre dans sa définition la décision d'accomplir un acte médical ou non, et du coup ça se rapproche d'un paiement rétrospectif. Alors la chose la plus importante, c'est le paiement donc rétrospectif, paiement à l'acte, qui incite à multiplier les actes, mais encore plus à les multiplier parce qu'on est en fait dans une régulation prix-volume. À cause de l'ONDAM, il y a une enveloppe fermée qui a un strict budget qui ne peut pas être dépassé au niveau national, et donc plus il y a des volumes, plus il y a beaucoup de séjours, plus le prix diminue, puisqu'on considère que l'enveloppe est fermée, donc les hôpitaux en fait des points, et la valeur des points diminue avec le volume d'actes délivrés. Donc c'est un mécanisme tout à fait délétère qui incite les hôpitaux à faire beaucoup de séjours. Et les acteurs hospitaliers en France se sont beaucoup plaints de ça en disant que les directeurs d'hôpitaux devenaient complètement fous et les incitaient à faire des actes, faire des séjours à l'appel. Alors, pour remédier à ces incitations brutales à augmenter l'activité, l'idée simple, c'est de changer de système et de faire en sorte qu'il y ait un désavantage à multiplier excessivement les actes au niveau de l'hôpital. Parce que pour l'instant, dans le système prix-volume,
il y a une externalité négative qui vient des autres hôpitaux. Si moi je suis un hôpital vertueux, je ne multiplie pas les actes et je réponds aux besoins de la population, eh bien, si je fais le même type d'activité que l'année dernière où j'ai eu les mêmes besoins qui se sont adressés à moi, je vais être déficitaire. Parce que les autres hôpitaux, eux, auront fait beaucoup plus de séjours et donc mon prix va baisser. Donc la vertu est punie et de ce fait, tout le monde est incité à faire des actes. Alors pour remédier à ça, on essaye de supprimer l'externalité négative due aux autres hôpitaux en disant les tarifs en fait vont diminuer en fonction des volumes par hôpital. Et en fait, ça n'a jamais été réellement appliqué et ça vient d'être sorti du cadre. Ça a été introduit, ça représentait que 1% des recettes des hôpitaux, donc c'était beaucoup trop timoré, et ça va être probablement supprimé dans la loi actuelle, donc c'est la loi de financement de la sécurité sociale votée au Parlement, et dans le projet de loi, là, cette dégressivité n'apparaît plus nulle part. Alors les hospitaliers étaient très hostiles à ça, et ça on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, bon. Alors, pour donner une idée de l'évolution moyenne des tarifs, de cette histoire de baisse des prix à cause de la multiplication des séjours, donc on voit pour le secteur public une baisse des prix tous les ans qui est très impressionnante. Alors, autre problème pratique, on a assisté à un raffinement excessif de la classification en DRG. La première version s'inspirait fortement de la classification initiale de Medicare aux États-Unis. Et il y a eu plusieurs versions qui se sont succédées, avec la version 11, dans laquelle nous sommes encore actuellement, avec une variante de la version 11, qui a introduit plusieurs niveaux de sévérité. Donc on aboutit à une des classifications les plus abondantes du monde, avec presque 3000 DRG, avec différents niveaux de sévérité pour la même maladie. Donc on sait qu'un affinement excessif de la nomenclature conduit à une incitation au DRG creep. Donc les hôpitaux ont intérêt à faire de l'ingénierie dans le codage pour non pas forcément faire plus d'actes, mais pour coder quelque chose qui donne plus de rémunération à acte donné. Et donc ça peut augmenter une augmentation des niveaux de sévérité observés, et on verra que c'est bien ce qui s'est passé. Alors, troisième problème dans l'application pratique de la T2A, donc en principe, les tarifs devraient être fixés, je l'ai dit plus haut, en fonction des coûts moyens de traitement par pathologie observés dans les différents hôpitaux. Alors, en fait, on est très loin de ça. Donc, il y a 3 opérations qui sont successivement appliquées. Donc, la première opération correspond bien au principe, c'est-à-dire on regarde les coûts moyens par DRG et on calcule le tarif en fonction de ça. Après, le régulateur passe pour manipuler les tarifs afin d'encourager les soins pour rejoindre des objectifs de santé publique. Donc, par exemple, on voulait qu'il y ait moins de césariennes pour l'accouchement, et du coup, le tarif de la césarienne a été aligné sur le tarif de l'accouchement par voie basse sans complications, indépendamment des tarifs. Pareillement, le tarif des séjours ambulatoires a été fortement relevé, indépendamment des coûts, pour encourager au développement des soins ambulatoires. Donc là, on s'éloigne complètement du modèle de la tarification de la Yardstick Competition qui a inspiré le modèle de T2A. Et puis, dernier stade, manipulation pour qu'on rentre dans le cadre du budget en enveloppe fermée. Puis, donc, une fois qu'on a fait cette manipulation, on baisse tous les tarifs pour rentrer dans l'enveloppe fermée. Donc, en fait, les tarifs sont établis en cherchant à atteindre 3 objectifs. Donc, nous, les économistes, on sait qu'un instrument ne peut servir qu'un objectif. Donc, il est impossible à la fois d'encourager l'offre de soins dans un sens, de respecter la contrainte budgétaire et de se rapprocher des coûts efficaces avec un seul instrument. Donc, au total, on est très loin du modèle. Et de fait, là, la tarification prospective par séjour avec le poids flottant encourage surtout à multiplier les séjours. Donc ça, c'est des études qu'un collègue fait très régulièrement, qui sont très amusants et qu'on voit à l'ENCC tous les ans. C'est il regarde à quel point les tarifs sont loin des coûts. Et donc ça, c'est les points les plus extrêmes. Donc vous voyez par exemple en bas, la pose d'un défibrillateur cardiaque, le tarif est égal à
300% fois le coût. Et puis, donc ça c'est les points extrêmes, hein. Et puis le tout en haut, pour les nouveau-nés qui pèsent très peu, le tarif est de 70% inférieur au coût de traitement. Bon, ça je vais passer, hein, parce que j'ai pas le temps. Mais c'est aussi important si vous avez les... Donc ensuite, la question importante, c'est qu'en est-il de la qualité des soins? Donc la concurrence, ce que fait la tarification par pathologie, c'est elle crée une concurrence à prix fixe, puisque les hôpitaux ont intérêt à attirer des patients pour avoir plus de ressources. Cette concurrence à prix fixe est attisée par le poids flottant. Et donc, est-ce que ça va augmenter la qualité ou pas? Donc là, nous sommes tous très inquiets. Mais le modèle théorique de base dit, dans le modèle le plus simple, dit, en fait, oui, la concurrence à prix fixe doit pouvoir améliorer la qualité. Alors ça, c'est vrai, si la demande de soins est fonction croissante de la qualité des soins. Et ça, c'est pas évident, hein. Est-ce que la demande de soins est fonction croissante de la qualité des soins? Ça dépend de l'information qui est diffusée sur la qualité des soins, et ça dépend de l'information des patients, de la façon dont ils digèrent cette information sur la qualité. Alors, les modèles théoriques plus complexes intègrent donc d'autres dimensions et montrent bien qu'il n'y a aucun résultat général qui établisse que la concurrence à prix fixe améliore la qualité. Pourquoi? Parce que ça dépend du coût marginal de la qualité quand les volumes augmentent, donc ça c'est un raisonnement d'économiste, hein. Si l'hôpital a plus de séjours parce qu'il attire plus de patients, parce qu'il fait plus de qualité, il est possible que ses coûts augmentent parce qu'il produit plus, donc que le coût marginal soit croissant, auquel cas il pourrait avoir intérêt à diminuer la qualité. Ça dépend aussi de la profitabilité des soins dans la pathologie considérée. Selon les pathologies, les soins peuvent conduire à un déficit marginalement pour cette pathologie. Donc l'idée essentielle, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de résultat général, et surtout que ça dépend du DRG. Alors qu'est-ce qu'on obtient en pratique? Donc en France, il n'y a pas de résultats clairs, économétriques clairs sur qualité et concurrence à prix fixe. Donc, ce qui se passe surtout, c'est qu'on a un contrôle administratif de la qualité qui est juste une vérification que les hôpitaux remplissent un cahier des charges de qualité minimale. Et en principe, si on fait la concurrence à prix fixe avec seulement un contrôle administratif de la qualité, les hôpitaux ne vont produire que la qualité minimale. Alors là, je dis indépendamment des motivations des soignants. Alors, une information publique sur la qualité des soins à l'hôpital se met en place en France pour encourager la concurrence en qualité. Mais, donc ça c'est une étude que j'ai produite moi-même, il n'y a pas du tout de preuve empirique que la demande de soins qui s'adresse aux hôpitaux publics soit sensible à la perception de la qualité des soins. Donc moi j'ai fait une étude qui regarde l'impact des palmarès sur la demande qui s'adresse aux hôpitaux et on n'obtient aucun résultat significatif, sauf pour les cliniques privées lucratives, où là, effectivement, une bonne place dans le palmarès augmente la demande qui s'adresse aux cliniques. Alors, pour les États-Unis, il y a des résultats extrêmement intéressants à paraître qui ont été produits par une équipe autour de Skinner, qui regarde l'impact de la concurrence à prix fixe sur la qualité des soins en fonction de la pathologie. Et ils obtiennent des résultats qui contredisent les prédictions théoriques. C'est-à-dire, alors, la seule chose qui vérifie les prédictions théoriques, c'est pour la prise en charge de la démence, de Alzheimer, prise en charge en soins de long terme, effectivement, la concurrence à prix fixe a eu un impact négatif sur la qualité des soins. Et ça, c'est conforme aux prédictions théoriques parce que c'est une pathologie pour laquelle il n'y a pas de profitabilité, ou plutôt une profitabilité négative à pratiquer ces soins. Et donc là, augmenter la concurrence, ça a un effet délétère sur la qualité. Pour l'infarctus aigu du myocarde, en principe, il ne devrait y avoir aucun impact sur la qualité parce que la demande ne dépend pas de la qualité. Le patient est pris en urgence, ça n'est pas lui qui décide d'aller dans tel ou tel hôpital. Eh bien, on trouve un impact positif ou négatif et c'est très instable et non robuste, ça dépend du modèle utilisé pour faire l'estimation. Alors, le plus frappant, c'est ce qui se passe sur la prothèse du genou ou de la hanche, parce que là, c'est de la chirurgie froide.
Et donc, en principe, le patient a le temps de regarder les palmarès, de s'informer pour choisir son hôpital. Et donc, on peut penser que la demande dépend vraiment de la qualité des soins. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'impact sur la prothèse du genou ou de la hanche. Donc, c'est peut-être en rapport avec le fait qu'il y aurait des coûts marginaux croissants de la qualité. Alors, si je reviens en France ou en général en Suisse, par ailleurs, la tarification par pathologie, en soi, ça encourage quelque chose qui n'est pas forcément conforme à la qualité de l'offre de soins hospitaliers, ça encourage assez brutalement la spécialisation dans certains DRG. Et ça, on a observé ça en France, et donc ça peut contrarier le pilotage de l'offre de soins en rapport avec les besoins. Alors, les résultats, j'ai encore pour 5 minutes, si c'est possible, pour 3 minutes. Donc, 3 minutes. Donc, en France, ce qu'on observe, donc ça, c'est des statistiques descriptives. Entre le dernier budget global et 2011, on observe une très forte augmentation de l'activité des hôpitaux de 18%, dont 11% qui est dû à l'augmentation du nombre de séjours et 6% dû à un effet structure, c'est-à-dire des DRG plus lourds. Et en regardant l'impact possible du vieillissement de la population qui pourrait expliquer cette croissance, on voit qu'elle est très loin d'expliquer cette croissance. Donc on pense que c'est lié à la réforme de la tarification, et ce d'autant plus parce qu'on a un contrefactuel avec les hôpitaux privés qui, eux, n'ont pas eu une incitation aussi brutale à multiplier les séjours. Donc les hôpitaux publics ont beaucoup plus augmenté leur activité que les privés, avec presque 13% d'augmentation du nombre de séjours et 8% d'effet dû à la lourdeur des DRG. Et donc il y a un fort contraste public-privé qui suggère que c'est véritablement la réforme qui produit ça. Et ce d'autant plus que là, il y a une étude économétrique assez fine qui a été faite et qui regarde ce qui se passe pour les séjours chirurgicaux entre 2005 et 2008. Et il montre qu'il y a un accroissement du nombre de séjours des hôpitaux publics pour les séjours chirurgicaux qui dépend de l'intensité de la concurrence avec les cliniques privées. Et donc, on voit très fortement que c'est lié à la concurrence qui a été introduite par la réforme. Donc, les hôpitaux publics se sont mis à faire plein de séjours chirurgicaux. Alors, il y a un petit indicateur de qualité qui ne donne pas un résultat négatif, c'est-à-dire qu'en contraste avec les cliniques privées donc, qui jouent d'échantillons témoins, il n'y a pas d'augmentation des réadmissions, donc ça suppose qu'il n'y a pas eu de baisse de la qualité. Donc, c'est mon dernier slide. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, est-ce que la réforme a été bonne pour la qualité des soins? C'est loin d'être évident, à moins qu'on considère que la qualité soit plus basse dans les cliniques privées et rien ne dit ça. Donc, il y a plus de séjours faits dans le public et on se pose des questions sur la pertinence des soins puisque les DRG ont augmenté en lourdeur et il y a plus de séjours dus à quelque chose qui n'a rien à voir avec les besoins médicaux. Alors, est-ce qu'il y a des gains en efficience? Ce n'est pas du tout évident, parce qu'un article montre une augmentation de la productivité, mais ça ne dit rien sur l'efficience. Et surtout, les prix n'ont aucun rapport avec les coûts. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait des gains d'efficience. Donc, dans ce système, il est possible que les hôpitaux aient intérêt à accroître le nombre de séjours plutôt qu'à réduire leurs coûts, parce qu'ils sont plus gagnants à augmenter le nombre de séjours qu'à réduire leurs coûts. Donc, à l'évidence, ce qu'on observe, c'est l'impact des mécanismes qui ont été introduits avec cette réforme telle qu'elle a été mise en œuvre. Là, je vous remercie.